Voilà, nous allons pouvoir reprendre nos échanges. Merci d'être restés pour ce deuxième temps de la journée d'études. J'espère que les traducteurs ont pu avoir un temps suffisant pour se reposer, se restaurer. Désolé, on a un peu mordu sur le programme. Je suis désolé d'avoir à nouveau me présenter devant vous, mais je remplace nos collègues qui n'ont pas pu venir modérer, Isabelle et Myriam qui n'ont pas pu venir modérer cette table ronde, donc ça me revient, mais promis, je m'effacerai le plus possible au profit de nos trois collègues que j'ai l'honneur de vous présenter pour cette table ronde donc, qui est consacrée très franchement aux mobilisations citoyennes, aux citoyens. On va essayer de tenir un peu à distance les grands récits, ce greenwashing qui est autant fascinant que finalement un peu fatigant à la longue, pour se concentrer et observer les phénomènes au ras des territoires, comme on pourrait dire, du point de vue effectivement des habitants, des militants, etc. Trois intervenants que je salue. Une seule est présente avec nous et les deux autres collègues sont derrière leur écran. C'est Bénédicte Florin, collègue et ami tourangelle, qui est ici, qui est géographe, qui enseigne à l'université de Tours et qui s'intéresse, on parlait d'hybridation ce matin, aux hybridations, au contact, au rapport entre les secteurs formels et les secteurs informels de la collecte des déchets, en Égypte, en Turquie, au Maroc également. Donc c'est tout à fait intéressant de continuer effectivement à travailler sur ces contacts. On connaît les capacités effectivement du secteur informel à s'adapter au secteur formel. Quid de l'inverse finalement, des adaptations nécessaires, attendues du secteur formel aux réalités des économies informelles. Nous aurons ensuite Mohamed Ayoub, qui est... alors, Bénédicte est une chercheuse, peut-être un peu militante, elle nous le dira, et puis nos deux autres intervenants sont militants et sans doute aussi chercheurs. Donc, en tout cas, ils ont la capacité, je crois tous les trois, de pouvoir aussi changer un petit peu de casquette, et en tout cas d'observer les choses avec différentes lunettes. Mohamed Ayoub est le fondateur de l'ONG libanaise qui s'appelle Nahnu, nous tout simplement, en français, une ONG qui promeut la participation des citoyens aux politiques. On a compris aussi ce matin à quel point c'était un enjeu important. L'ONG de Nahnu est très portée sur les questions des espaces publics, sur les questions de gouvernance, de participation, etc. Il aura l'occasion d'expliquer un petit peu l'action de cette organisation. Et puis Jalal Bouslah, qui est peut-être n'est pas encore connecté, mais bon, on a trouvé son contact et on va essayer il a un peu de temps finalement pour nous rejoindre. C'est le fondateur d'une autre ONG tunisienne qui s'appelle Tunis Clean Up, qui effectivement s'intéresse aux questions de également collecte des déchets, question du recyclage aussi. Il y a beaucoup d'actions déjà à inscrire dans le mandat de cette ONG en matière de recyclage, de sensibilisation aux questions environnementales au sens large sur tout le territoire tunisien. Donc voilà, il sera question d'Égypte, du Maroc, de Turquie, de Tunisie, du Liban, avec un angle, je le disais, une approche un petit peu par l'action militante et par la place des citoyens. Donc j'espère que Jalal nous rejoindra et je passe la parole à Bénédicte pour un petit quart d'heure. Voilà, vous connaissez maintenant un gros quart d'heure, parce que tu es présente. Tu as droit à 1 minute de plus que... Merci Roman, merci au CAREP pour cette invitation et merci à vous d'être présent. Comme tu le disais, Roman, moi je travaille depuis plus de 10 ans sur le secteur informel de la récupération et du recyclage des déchets
mais je m'intéresse de plus en plus aux relations entre le secteur informel et le secteur formel, et les jeux d'acteurs qui font aussi intervenir les entreprises privées du recyclage et de l'environnement, et puis bien sûr les dimensions politiques. Alors je vais commencer par quelques éléments de contexte qui vont vous sembler assez basiques, mais voilà, pour introduire le propos. Vous savez, je pense que les débats publics dans les pays du monde arabe, dans les débats publics des pays du monde arabe, l'émergence de la problématique des déchets et de leur gestion est relativement récente. Une émergence liée de façon évidente, et Eric en parlait tout à l'heure, à la croissance démographique, à la croissance urbaine, à l'évolution des modes de production et des modes de consommation. Tu parlais de la classe moyenne, on peut la retrouver ici, et donc à l'augmentation des tonnages de déchets. Une émergence liée aux politiques publiques, encouragée par les bailleurs internationaux, par la coopération bilatérale, qui incite dans les années 1990-2000 à la modernisation des systèmes et des infrastructures liées aux déchets. Et découlant de ces nouvelles politiques, des réformes, effectivement, initiées à partir surtout des années 2000-2010, qui vont bouleverser les systèmes antérieurs et qui vont prêter à débat et parfois à conflit entre les acteurs, notamment dans les grandes métropoles où les entreprises privées, locales ou multinationales, sont intervenues via les délégations de services et les partenariats public-privé pour prendre en charge la collecte et la gestion des déchets. Alors je vais vous donner un exemple que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est celui du Caire qui a été très bien documenté par le travail de Lise Debout, qui a étudié justement l'arrivée des multinationales européennes au Caire, qui au début des années 2000 ont pris en charge la collecte et la gestion des déchets. Alors je dirais plutôt la collecte que la gestion, parce qu'en fait, à part la collecte, il n'y a pas eu grand-chose. Lise Debout a mis en lumière les jeux très ambigus de l'administration égyptienne, l'impréparation des multinationales à travailler sur un terrain égyptien, le rôle des kérotes et des médias, sans oublier celui des abalines, les chiffonniers égyptiens, qui ont, pour l'occasion, qui se sont mobilisés à cette occasion. Alors, je n'ai pas le temps de détailler cette affaire égyptienne, mais je trouve que c'est un magnifique cas d'école des jeux d'alliance et de mésalliance entre des acteurs qui convoitent une ressource qui, en dépit de ses apparences, a évidemment une valeur économique. Ceci dit, on doit préciser que cette ressource n'a pas le même sens pour les uns et pour les autres. Pour les chiffonniers du Caire, environ 60 000 personnes pour le faire très vite, le déchet c'est une ressource rentable parce qu'ils vont la recycler et la valoriser. C'est leur gagne-pain. Pour les entreprises délégataires du service, ce n'est pas tant le déchet qui est intéressant, la preuve ils ne vont pas le valoriser, grosso modo tout va partir en décharge. Ce qui est intéressant, c'est le contrat de délégation qui va peut-être leur permettre de prendre pied pour d'éventuels autres contrats plus rentables. Alors ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais c'était quand même un peu ça l'idée. Cette légère différence autour de l'objet déchet, la façon dont on considère l'objet déchet, a évidemment des conséquences en termes de développement durable, vous le comprenez bien. Je vais vous donner un deuxième exemple de conflit qu'on connaît peut-être moins que celui de l'Égypte. C'est l'exemple de ce qui s'est passé à Tanger, Rabat et Salé, où Veolia avait une délégation de services de collecte et de gestion des déchets depuis 2002. En 2012, 10 ans après, Veolia désire se retirer de l'affaire pour, là aussi, des questions de rentabilité et pas mal d'autres soucis. Alors, pour, dans ce second exemple, résumer la position des acteurs, premièrement, la position des élus qui ont pris la parole de façon parfois assez virulente, en accusant Veolia de ne pas avoir tenu ses promesses, de ne pas avoir investi là où elle aurait dû, où l'entreprise, la multinationale, aurait dû investir. Le maire de Rabat, PJD, parti de la justice du développement, disait à l'époque « Cette crise est certainement la conséquence des failles qui existent dans le contrat liant l'ensemble des villes marocaines », donc c'était même plus Rabat-Salé,
et l'ensemble des villes, aux sociétés délégataires. Ce qui devrait nous inciter à réfléchir avec le ministre pour créer de nouveaux outils de travail afin de mieux maîtriser la dite gestion. Alors je vous passe les autres conflits d'acteurs, mais peut-être quand même donner la position de Veolia, parce que les multinationales ont parfois aussi leur mot à dire, puisqu'on les appelle et qu'on les invoque. L'un des responsables de Veolia que j'ai rencontré en 2017 me disait pour Tanger, on va laisser les Libanais, à Verda en l'occurrence, on va laisser les Libanais. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même culture. Eux, les Libanais, donc, ils savent faire et cassent les prix. Pour nous, à ce prix à la tonne, ce n'est pas rentable. Et puis, ici, c'est trop compliqué. Il y a des embrouilles. Et nous, on doit d'abord satisfaire nos actionnaires. Sans parler des accidents de travail. Ça fait des ordres et nos actionnaires n'aiment pas du tout. On va se concentrer sur d'autres secteurs plus rentables. Donc, la messe est dite, et pour résumer un petit peu les choses et finir cette mise en contexte, on voit qu'on a des jeux d'acteurs complexes. On sait que les déchets, c'est une lourde charge, très lourde charge dans les budgets des municipalités. On sait aussi que les déchets, c'est pas toujours rentable pour les entreprises, mais ils peuvent constituer donc une entrée pour d'autres contrats dans d'autres domaines. Et quoi qu'il en soit, dans toutes ces affaires, dans tous ces événements, on ne voit pas plutôt le secteur informel qui est le grand impensé, qui est l'angle mort des questions des déchets. Ça me permet de passer au second temps de mon propos et de revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est déchets et développement durable, par exemple. Quand on pense aux déchets et qu'on essaie d'articuler ce champ au développement durable, la majorité des discours se réfèrent au cercle dit vertueux de l'économie circulaire. Et mon second temps, ça sera sur ce que c'est que cette économie circulaire. Qu'est-ce que véhicule cette notion hégémonique, cette conception dominante qui favorise peu les approches locales et les savoir-faire existants? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le texte du Carep, d'accord? Donc c'est en italique entre guillemets. Qu'en est-il de cette économie circulaire, de ce cercle qui finalement est percé de toutes parts? Alors le concept d'économie circulaire, il vient de l'expression anglo-saxonne cradle to cradle, du berceau au berceau, à savoir la nécessité de faire muter les techniques pour passer de flux linéaires à un système circulaire. Très schématiquement, au lieu d'extraire, produire, consommer, jeter, l'économie circulaire elle va nous permettre, grâce au recyclage et au réemploi, de produire des matières premières secondaires issues du recyclage, et puis de consommer, puis de bien trier, non pas de jeter, mais de bien trier, enfin de jeter le moins possible, ça on le dit peu, de recycler, puis de reproduire. En gros, les déchets des uns vont devenir les matières premières du système. C'est un quasi-concept, même s'il y a plusieurs variantes. En tout cas, un modèle conçu et porté par les pays développés, l'Union européenne, qui est un peu le fer de lance en la matière, les politiques qui sont quasi unanimes, y compris en France, chez les écolos, etc. Un institut de l'économie circulaire qui, par exemple, montre sur son site comment la bouteille plastique pourra se recycler. Il faut savoir qu'une bouteille plastique, ça se décycle plutôt que ça se recycle, mais ça on le dit peu. Un institut de l'économie circulaire qui est aussi créé pour les grandes entreprises de l'environnement. Donc on va retrouver Veolia aggloutiné à Suez intégré à Veolia à peu près, et j'en passe. Ce concept d'économie circulaire, il est aussi porté par les multinationales du secteur de l'environnement de façon plus générale, mais également par des fondations, et j'en citerai une, c'est la fondation Ellen MacArthur, la navigatrice Ellen MacArthur, vous pouvez aller regarder sur Google, dont le partenaire conseil est McKinsey, on le retrouve, qui rédige des rapports sur, je cite, les bénéfices potentiels de l'économie circulaire pour de nombreuses parties prenantes et multiples secteurs de l'économie, une économie circulaire porteuse du développement durable, le mot est relancé. Bref, l'économie circulaire, si on peut peut-être la regarder ce concept, on peut peut-être le voir d'un œil un peu plus critique. Comme le dit Baptiste Monsaint-Jean, l'économie circulaire, c'est un slogan, c'est un idéal type prôné par l'économie libérale des pays développés, qui renvoie à une pensée environnementaliste, qui croit à la modernisation écologique, à l'économie verte, à l'écologie industrielle. Pour moi, l'écologie industrielle, c'est encore un bel oxymore, mais peut-être qu'on fait des progrès quand même. L'économie circulaire vise à concilier d'un côté le développement capitaliste et
et la croissance, et de l'autre des préoccupations environnementales. L'économie circulaire, elle s'impose et elle légitime un discours et des pratiques productivistes. On pourrait dire que la réussite de l'économie circulaire est inversement proportionnelle à celle de la réduction de la production, de la consommation, inversement proportionnelle à la sobriété. Alors, je suis un peu caricaturale, on voit des discours qui évoluent, notamment l'ADEME en France a un peu fait évoluer ce discours. L'économie circulaire, bref, elle doit résoudre la question de nos déchets et par effet rebond, elle va résoudre beaucoup d'autres problèmes de la planète. Elle connaît un beau succès, même si elle est très loin d'être efficace. Je vous disais, elle est un peu trouée de partout, cette économie, ce cercle de l'économie circulaire, et ni même appliquée. Et enfin, ça me permet de passer à mon troisième point. Cette économie circulaire, elle est quand même porteuse d'une vision techniciste et elle est porteuse de la fiction d'une sphère économique qui serait étanche aux dimensions sociales et politiques, encore une fois, tout en étant percée de partout. C'est cette dernière remarque qui me permet de passer à mon troisième point. Pourquoi l'économie est-elle étanche et en même temps percée? Ça peut sembler un peu contradictoire. Elle est étanche parce qu'elle ne prend pas du tout en compte le secteur informel des récupérateurs. Mais ce n'est pas que les récupérateurs, derrière les récupérateurs, il y a des recycleurs informels, il y a des semi-grossistes informels qui restent l'impensé, je le disais tout à l'heure, l'angle mort politique, économique et social de cette économie circulaire, soi-disant vertueuse. Et en même temps percée de partout ou carrément même inexistante, puisque quand des entreprises comme Veolia mettent tout en décharge, on ne peut absolument pas parler d'économie circulaire. On peut juste dire qu'il n'y a pas d'économie circulaire, c'est la décharge, on ne recycle rien, etc. Donc elle est percée de partout, voire inexistante, mais elle est colmatée par le secteur informel qui pourtant constitue un angle mort. Donc c'est ça ma question, c'est pourquoi on ne fait rien de ce qui existe alors que l'on peut peut-être agir d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais donner pour finir quelques exemples. Je reviens aux abalines du Caire. Ça va, Roman? Oui, ça va. Bon, alors, on revient à l'exemple du Caire et des chiffonniers du Caire, des abalines du Caire, un objet surétudié, comme l'a dit Pierre Deveau. Les abalines du Caire qui sont exemplaires, montrées comme exemplaires, qui ont été décortiquées par de nombreux rapports, la GIZ, l'AFD, Pierre Arnaud est parti, mais il les connaît bien, et d'autres. Donc, qui sont très très étudiés, on connaît les principes, les modes de fonctionnement, on sait qu'ils recyclent 80% de ce qu'ils récupèrent, et pourtant on n'en fait rien. C'est ce gap que j'ai du mal à comprendre. Alors certes, les abalines donnent parfois des chiffres surévalués, ils disent qu'ils recyclent 11 000 tonnes sur les 22 000 tonnes par jour que produisent les Quairois, donc la moitié de ces 22 000 tonnes. Ils disent qu'ils recyclent 80%, alors c'est peut-être un peu moins, ils sont peut-être dans l'exagération, mais il n'en reste pas moins que c'est un système organique qui fonctionne très bien. Après, je vais mettre un petit bémol et nuancer. À quel prix? À quel prix en termes de santé? À quel prix en termes de rapport de domination, notamment le rapport de domination des hommes sur les femmes et les enfants qui sont affectés au sale boulot, à savoir le tri dans les déchets, etc. À quel prix de domination entre les familles? On a des familles de businessmen, les businessmen des déchets, comme ils s'appellent eux-mêmes, ces hommes d'affaires qui gagnent de l'argent, mais ils sont très peu nombreux par rapport au grand nombre de pauvres qui travaillent avec et dans les déchets. À quel prix aussi en termes de dépendance, et notamment de dépendance au cours des matériaux sur lesquels ils n'ont aucun impact, sur lesquels ils n'ont aucune influence, sachant que de plus, dans les quartiers des abalines du Caire, qui sont très denses, il n'y a pas de possibilité de stockage. Or, l'un des nerfs de la guerre économique des déchets, c'est de pouvoir stocker en attendant que les prix remontent pour pouvoir vendre au mieux. Quand on ne peut pas stocker, on est encore une fois dépendant de ces cours. Qu'en est-il, toujours dans le cas de l'Égypte, des acteurs publics, des autorités égyptiennes? Eh bien, on peut dire qu'elles ne s'intéressent pas ou peu à la question, hormis épisodiquement,
dans les années 2014-2015 avec le ministre dans l'environnement qui a essayé de penser autrement l'informel. Non, le secteur informel, de façon générale en Égypte, mais c'est également vrai dans beaucoup d'autres pays, hein, le secteur informel pallie l'inaction, l'impuissance, le désintérêt des pouvoirs publics. Parfois, ceci dit, il peut être victime de la prédation des acteurs industriels soutenus par le pouvoir public, et je donnerai un petit exemple toujours en Égypte. Jamie Furnis, qui a beaucoup travaillé sur la question, évoque la pression des industriels égyptiens sur les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, pour faire cesser l'exportation vers la Chine de plastique recyclé par les abalines. Les usines égyptiennes manquaient de plastique et donc ont essayé de récupérer le plastique qui était acheté plus cher par les Chinois. Et donc, les autorités, le ministère a taxé ces exportations, pardon, j'ai dit importation, le ministère a taxé les exportations des plastiques des abalines vers la Chine, ça leur coûtait trop cher, et les industriels ont pu récupérer la mise. Et là, on voit plutôt une économie de la prédation. Quand c'est intéressant économiquement, là, on agit avec un manque à gagner pour le secteur informel. On pourrait multiplier les exemples, je vais aller rapidement. Au Maroc, par le travail de terrain que j'ai réalisé, j'ai vu aussi la multiplication des dépôts des semi-grossistes en ville, hein, toujours ou dans les périphéries de Casablanca, toujours de l'informel. C'est difficile de chiffrer les quantités qui sont réinjectées dans le secteur formel. Je peux vous donner un autre exemple un peu hors de notre champ, c'est celui d'Istanbul. On en serait à 30% de matériaux réincyclés dans l'économie du recyclage grâce au secteur informel. Et je vais vous donner un exemple ici très précis, c'est celui de l'économie de la ferraille et des ferrailleurs qui récupèrent la ferraille et les encombrants, qui apportent aux grossistes formels, de Richebourg et j'en passe, 30% des quantités en métaux et 50% de la valeur. Donc en fait, ce secteur dit informel est complètement lié au secteur formel qui l'alimente, et ça permet de parler d'un continuum, c'est pas moi qui ai inventé l'expression, je renvoie à Sylvie Jaglin par exemple, un continuum, un lien entre un secteur informel qui, encore une fois, alimente l'économie formelle du recyclage. Alors ce continuum, il permet aussi il peut être lu autrement, et on peut parler d'inclusion perverse. Je renvoie à une notion proposée par une anthropologue brésilienne, Bader Sawaya. L'inclusion perverse, dit-elle, c'est le fait que l'exclu ou l'impensé ici, ou l'angle mort ici, l'exclu du système social est toutefois dans le système économique et même indispensable à son fonctionnement. Alors, avant de conclure par rapport à cette inclusion perverse, je voulais donner un dernier exemple, qui est celui d'une tentative justement d'inclusion non perverse, a priori, mais vous verrez toutes ses limites. C'est l'exemple de la coopérative de tri de Rabat. Au Maroc, il y a 2 coopératives de tri qui ont été créées près de décharges pour justement trier les déchets des décharges et réintégrer les récupérateurs des décharges, donc informels, dans un système plus protégé. Donc il y a une coopérative à Meknès, une coopérative à Rabat que je connais mieux, dont je vais parler. Alors, dans cette coopérative de tri, on trouve les anciens récupérateurs, les anciennes récupératrices, puisqu'il y a aussi des femmes, qui vont trier les différents matériaux, plastiques, etc. Ils ont droit à la sécurité sociale, donc on peut se dire, ah ben tiens, ça c'est une réintégration, c'est une protection en tous les cas, c'est plutôt positif, et effectivement, c'est important pour les personnes âgées qui ont besoin de la sécurité sociale. Mais comment fonctionnent ces coopératives? L'entretien du matériel est à la charge des récupérateurs, enfin des trieurs en l'occurrence. Quand ça casse, c'est très coûteux de réparer les machines-outils. Et puis surtout, les matériaux qu'ils trient sont préemptés par une autre entreprise de chez nous, malgré son nom, elle est de chez nous, c'est Pizzorno Environnement, qui préempte donc les matériaux triés et qui va les revendre à des prix, qui les achète à des prix inférieurs au marché, qui va les revendre au prix du marché. Et là, on voit aussi que les récupérateurs n'ont pas de prise sur les coûts, etc. Ce qui fait que les jeunes partent, je conclue, ce qui fait que les jeunes ne restent pas dans cette coopérative de tri, où de plus les matériaux sont davantage souillés puisqu'ils sont passés par les camions bennes, par la décharge, etc. et qu'ils préfèrent retourner en ville. Alors, en 2 mots de conclusion, je me suis interrogée
sur ce qu'un auteur, un économiste de l'Université de Barcelone, Juan Martínez Alier, appelle l'écologie populaire, qui rime bien, je trouve, avec une économie populaire. Alors vraiment, deux mots, Roman, excuse-moi. L'écologie populaire, pour cet économiste, c'est une écologie qui n'émane pas seulement des bobos des pays développés, mais que l'on voit émaner, qui n'émane pas seulement des éco-activistes, mais que l'on voit émaner de la population. Donc, lui, il travaille plutôt sur des mobilisations paysannes, de paysans qui n'ont plus accès à leurs ressources. Il appelle ça également un écologisme des pauvres qui militent, se mobilisent pour sauvegarder leurs ressources, des mobilisations environnementales que l'on voit par exemple au Maroc contre les nuisances des décharges. Il y a eu pas mal d'histoires ces dernières années. On en a parlé ce matin pour la Tunisie, on en reparlera sans doute après. Donc écologie populaire qui pourrait rimer avec une économie populaire, avec de la part des récupérateurs, et quels que soient les pays, y compris en France, une très forte demande de reconnaissance. Ils n'arrivent pas forcément à se mobiliser, ils l'ont fait en Égypte, ils ont tenté de le faire au Maroc en demandant une reconnaissance via une association, un regroupement, etc. Une demande de reconnaissance avec dans ces demandes des plaidoiries qui s'appuient sur des registres de leur rôle social, de leur rôle économique, mais aussi de leur rôle environnemental. Et je finis là-dessus, les discours circulent et ce secteur informel que l'on considère peu entend ces discours globaux sur justement le développement durable, etc. Ils les reprennent à leur compte en disant mais nous, on est les premiers à le faire, pourquoi ne vous reconnaissez-nous pas? Merci beaucoup Bénédicte. Merci beaucoup. Tu as fait l'objet d'un léger favoritisme. Oui, mais le Carême a donné les clés au Tourangeau, du coup on fait ce qu'on veut. Bon. Tu as fait mais entre-temps, j'ai appris que Jalel Bouslah donc on le salue, avait réussi à se connecter. Donc la table ronde pourra se tenir dans son entièreté. Merci Bénédicte, à propos d'une grosse densité, avec même une petite excursion en France, hors de la région, qui montre que sans doute il n'y a pas d'exception, en tout cas de spécificité peut-être de la région dans cette question du continuum, de l'articulation des différentes sphères économiques et aussi dans le déni de la réalité parfois justement de ces connexions, de la réalité de ces échanges. Donc je trouve très intéressant comme ça de passer d'un terrain du sud à un terrain du nord. Le sud, nous allons y rester grâce à Mohamed Ayoub, à qui maintenant nous allons céder la parole. Et puis nous reviendrons ensuite à la question des déchets grâce à Jalel Bouslah. Mais je ne sais pas si la question effectivement de la gestion des déchets entre dans le champ de compétences de l'ONG Nahnu, qu'a fondé Mohamed Ayoub, mais il nous le dira et en nous présentant plus largement effectivement les actions de cette ONG dans le Liban d'aujourd'hui. Donc c'est à vous Mohamed, bienvenue, et on vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes. So I was talking about Beirut. As you all know, I don't know if you all know, but we have a lack of green spaces, especially public spaces in general, but green spaces in general, specifically. And we have the only public space, green space, it's called Hirsh Beirut, which was closed, and the authority was using it as a territory between Muslim and the Christian. So they didn't want to open it for. In addition to this, of course, there was a hidden agenda that they deal with the land as something we can sell and buy, and Beirut lands are very expensive, so they don't want to give it to the people to enjoy their time, but let's think more how to sell them or build businesses, etc. So I'm just showing you the let's say what's happening in Beirut or in Lebanon in general. But at the same time, we have this, the coast. Beirut is in the, or Lebanon, the history of Lebanon historically is in the coast. That means there's a lot of relation between the people and the coast. What I was saying is that Beirut is in the coast. We have the maritime public spaces, and we have historically we used to have a pine forest called Hirsh Beirut,
it became the only park we have in Beirut. Unfortunately, it was used as a border between different sects in Lebanon. Even the coast, now Beirut become, we have like, we are in the coast, but most of the coast is violation. Like many resort was built illegally. So imagine Lebanon is located on the coast with a length of 220 kilometers. Only 20% is open for public. Unfortunately, we are in the sea, but most of the sea now become privatized illegally. Here, the first law it was actually by the French general at that time called Sarai. He made a decision before the Constitution of Lebanon, which was 1926. He made decision. He made decision. Was on 1925. He identified what's public spaces, what's maritime, what's called maritime, and it's public spaces. And he said all the shores, and in winter tell where the waves reach, and of course all the sand beach and all the rocks, etc. Those are considered as a public space. Okay. So and in the decision he said that you can't sell and you can't rent the maritime, the public spaces in the coast. But of course, you can occupy it if you have for public benefits, but it's temporary and it has to be for 1 year, and the municipality or the government can take you out anytime. So what happened if we were talking about that? During the war, the next slide, please. Next slide. During the war, yeah, one more. So they said exactly that you can even with time you can't even have any rights, because this is it's public rights. So what happened during the war is that because there was fighting in Lebanon, they start the war leader to occupy illegally part of the public coast, but not only part of the public coast, but even Hirsch Beirut. I wanted to show you also slide, but it's okay, we don't have it here now. But also I wanted to show that how the park now become cemeteries, religious institution for religion, cafes, scouts, Egyptian military hospital, etc. They are, all of them are building illegally. We used to have 1,200,000 meters square of green spaces. Now, unfortunately, we have only 300 meters square, and even this 300 meters square of green spaces in Beirut are threatened. So back to the coast, the same with the coast. They started during the war to occupy illegally the coast. After the war, they made a Taif agreement. They sat together and decided to stop the war, and they came back to Lebanon, the war leader I'm talking about. And instead of bringing back what they took, they start to use their power or their authority to issue a decrees that give them the right to invest or to take part or to privatize the coast. As I said, the only law that deal with the coast rights was at 1925. As I said, with the French General Sarai. But after that, there was no law. But there was a decrees that the government took that are giving that allows to people to occupy part of it. And most of these decrees, unfortunately, it's against the law that I was talking about, but also it's against all international agreement that Lebanon signed on it. And what's funny, I remember something that I used to do when I was a kid.
You know, like I used to like the gâteau, the cake a lot. But my parents, they said, you can have only part of it, and you can't eat the rest. So I used to take my part, but all night thinking, oh, I want more, I want more. Then I used to go to the fridge when they are asleep and take part of it. Then I said, oh God, it's very delicious, I want more. Then I take another part and they will not notice, so I can take more, they will not notice. And then at the end, I found like, oh God, it's impossible they will not notice, because it became clear that I ate most of it. Then I eat it all, I will be punished anyway. So this is just an example to say what happened in Lebanon, is that if you look to the law, and I want to show the slides, the timeline. If we can go, there is a timeline in the slide. If you can put it, please. This is the timeline. As I said, the only law was in 1925. Can you make 2 minutes? I'm very, very sorry. Yeah. I will take 2 minutes. So I will not read it, don't worry. But I just want to show how many, the only law was in 1925. All the other had decrees. And the way they did it, they said, okay, if you are an individual, or you have a land besides the coast, you can make in the land. And then the year after, they said, oh no, you have to have 20,000 meters square and a company to be able to build. And later on, if you have 20,000 meters square, you can build not only in your land, but also in the coast double what you have in the land. And then another thing they did is that, but you have to give 25% of your land to the municipality to use it as a garden. Then they decided to change this to say no need to give to anyone anything. So this I was just giving my example to say exactly this is what happened till we reach the situation now, which is only 20% of the coast, which means 40,000 kilometers is open for public, but to reach it, you need to drive a lot. So we are talking about more than 6 million actually meters square of violation. And of course, recently we mapped all this violation. You can check our website to see in each area. We mapped the violation and we mapped the people who did the violation. At the end, what I want to say is that we created a coalition. It's called Coast for All, and there is many organizations, NGOs, individual academicians. They are interested to save the coast, and we joined the effort, and we are trying to defend the coast. We had a roadmap to save our coast. The first one is that we believe that the notion of public space has to be public. People have to understand it, that no one can take the coast, or the public space on the coast. No one can. I have to see it. No one can forbid the visibility of the coast. Nobody can stop the accessibility to the coast, and the coast has to be. I can walk from the north to south without anything to stop me. So we are trying to make public so people can defend when a project is coming in their area. Second of all, of course, we are trying to push the municipality to have more local plans and to use the coast in the area as, of course, because for us, it has economical value, it has a cultural value, it has a social value, and it has environmental value. So we are trying to also highlight this, and in order to push also. But what's important now, because we have a list, it's that also now we are pushing to amend the law with one article which says nobody can build from now on, at least to save the 20% that left, and also working later after issuing this law to bring back what it is. Okay, no, that's it. I think this is what I wanted to present. Sorry for the technical problem, and if you have any question, I can. Okay, thanks a lot. Merci beaucoup. Je repasse au français. Merci beaucoup, Mohamed Ayoub. Désolé pour ces petits couacs, mais je crois qu'on a l'ensemble et c'est l'essentiel,
l'ensemble de votre propos, de vos idées qui finalement, au-delà des questions environnementales, portent bien sur l'accès aux espaces publics et qui pose frontalement la question du droit. Et vous avez raison, parce que l'illégalisme n'est pas toujours là où on l'attend, là où on pense le trouver. Et quand il concerne des grandes institutions de type, effectivement, hôtels, cliniques, etc., ça pose de vraies questions, surtout quand ensuite ces mêmes institutions viennent tenter d'imposer des normes elles-mêmes. Donc, je crois qu'on a l'idée principale de votre présentation. Voilà, le droit à la ville précède sans doute, vous avez raison, les questions de gestion des services et d'environnement urbain. Donc, nous pouvons passer la parole à Jalal Bouslah. Nous allons donc rester au français, je crois. Et puis, j'invite nos collègues et toutes celles et ceux qui assistent à cette journée donc à commencer à verser leurs questions donc dans le petit onglet voilà, ad hoc, Q et R. Pour les échanges à l'issue de cette table ronde. Jalal, bonjour. Vous pouvez vous exprimer. Vous avez un petit quart d'heure. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Jalal Bouslah. J'ai 30 ans et je vais vous raconter en 10-15 minutes qu'est-ce que nous, en tant que jeunes et la société civile, on essaie de faire au quotidien pour essayer d'améliorer en tout cas l'environnement en Tunisie et essayer, entre guillemets, d'avoir une ville durable, surtout dans la capitale. Donc, je vais commencer par présenter un peu nos organismes. On va commencer par Tunis Clean Up. Tunis Clean Up, en fait, c'est une ONG qui a été créée par un groupe de jeunes en 2019. Son objectif principal, c'est les opérations de dépollution un peu partout en Tunisie. Donc, on a commencé en lançant un petit événement sur les réseaux sociaux. On a réussi à rassembler plus de 5000 personnes pour pouvoir nettoyer un maximum de plages en Tunisie. Donc, ensuite, ça a été une belle réussite. Ça ne s'arrête pas là. En Tunisie, malheureusement, nous n'avons pas une gestion de déchets, on va dire, à proprement parler, parce que ce soit les plastiques, les déchets ménagers ou autres, ne sont pas triés ni recyclés. Donc, on a essayé aussi d'instaurer cette culture-là dans chaque action qu'on a menée. Le deuxième organisme pour lequel, entre guillemets, je travaille, ça s'appelle Tunisie Recyclage. Et Tunisie Recyclage, on a ouvert un centre de tri en 2014. Ce centre de tri est l'un des premiers, on va dire ça comme ça, créés par une association. Ça permet du coup, pour chaque action qu'on mène, de pouvoir après faire un deuxième tri de tous les déchets et de les envoyer ensuite à des recycleurs agréés. Et le troisième organisme dans lequel j'appartiens, ça s'appelle Soligreen. Et Soligreen s'occupe du reboisement. Vu que la Tunisie fait partie de l'Afrique, entre guillemets, ultra chaude, je vais dire ça comme ça, un climat très aride. Depuis les années 70, les CRDA, c'est ce qu'on appelle les commissariats régionaux agricoles, en Tunisie, ont essayé de planter un maximum d'arbres pour, entre guillemets, créer de nouvelles forêts en Tunisie. Mais vu le manque de moyens depuis ces dernières années, ils ont eu recours à la société civile. Du coup, nous, là, on est rentré en jeu et on a essayé de rassembler un maximum de bénévoles pour pouvoir planter un maximum d'arbres. Donc aujourd'hui, en 3 ans, on est à plus de 400 000 semences plantées, donc ce qui est déjà très, très bien. Et pour tout ce qui touche aux villes durables, on a commencé il n'y a pas longtemps, il y a moins de 6 mois, à travailler sur les espaces verts. En Tunisie, malheureusement, avant la Révolution, on avait une sorte d'entretien constant de tous les espaces verts. Mais après la Révolution, il y avait quand même une sorte d'élabrement du pouvoir public.
ce pouvoir public ne s'est plus occupé de tous les espaces verts qui sont devenus, entre guillemets, des petites décharges à ciel ouvert. Donc, les habitants, au lieu de, entre guillemets, profiter de ces espaces, les ont transformés en mini-décharges. Donc, on s'est pris tous la main et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, on a commencé d'abord à nettoyer tous ces espaces verts. Et dans un deuxième temps, on en a créé 2 pour l'instant. Donc, on essaye, avec nos moyens, de rendre un maximum ces villes vertes. Donc, pour Toulouse Cleanup, nous, aujourd'hui, on est à plus de 800 tonnes de déchets ramassés en 4 ans. 30% de ces déchets-là ont été valorisés, entre guillemets, donc ce qui est pas mal. Et j'espère qu'on continuera encore plus dans les mois et années à venir. Pour finir, on a aussi un vrai problème en Tunisie qui est certes non pas directement lié aux villes durables, mais qui va toucher les villes très prochainement, qui est la désertification. Donc, on s'est focalisé sur des nouveaux appels à projets liés à la lutte contre la désertification. Et on va commencer ces nouveaux projets juste après l'été pour diversifier nos actions. Voilà. C'est très intéressant, on a vraiment envie d'en savoir un peu plus, peut-être avant, juste pour vous rendre la parole, avant de la faire circuler, pour que vous puissiez aussi un peu vous exprimer plus longuement, quelle réception de toutes ces initiatives, de toutes ces actions par les pouvoirs publics aujourd'hui, ministères dédiés à l'environnement et autres, et quels sont vos rapports dans la poursuite de vos actions, voilà, avec les institutions publiques? Alors, on va commencer d'abord avec les collectivités locales. On fait toutes nos actions en collaboration, entre guillemets, avec les pouvoirs publics locaux, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à effectuer de la sensibilisation et des actions de dépollution en général si les pouvoirs publics ne nous aident pas. Notre objectif, nous, c'est que vu qu'il y a une déliquescence du pouvoir public, c'est qu'eux-mêmes soient impliqués dans le process. Donc, à chaque fois, on soumet ce qu'on appelle des déclarations ou des autorisations. Et le plus souvent, ils nous aident en nous envoyant certains matériels comme des camions ou autres pour récupérer les déchets. S'agissant du reboisement, on a une vraie collaboration par contre avec l'État, parce qu'on a signé une convention avec le ministère de l'Agriculture sur 3 ans. On a un objectif commun de planter plus de 3 millions de semences sur 5 ans. Donc là, il y a une collaboration directe avec eux. D'ailleurs, la plupart des semences qu'on récupère viennent des pépinières d'État. En Tunisie, dans chaque région, il y a des pépinières et on peut, entre guillemets, se servir. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des Tunisiens qui nous entendent, mais chaque Tunisien a le droit à au moins un arbre et il peut le réclamer. Donc voilà, donc il y a une collaboration assez étroite avec les pouvoirs publics. Et concernant Tunisie Recyclage, on a ce qu'on appelle en Tunisie l'ANGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, chez qui on remet l'ensemble de nos déchets en plastique, parce qu'eux les récupèrent et les valorisent. Voilà. En Tunisie, alors donne corps au concept de Lana Salman de landscape citizenship. Je trouve que là, voilà, quelque chose de très concret pour le coup. Écoutez, un grand merci. Restez avec nous si vous voulez bien, parce que je crois que c'est le moment aussi d'ouvrir un peu la discussion. Je vais, comme tout à l'heure, faire passer le micro dans la salle pour une première salve de questions. Le temps pour moi de voir si Zoom s'est exprimé. Et pour ne pas vous oublier non plus, vous qui êtes en ligne et qui êtes sans doute les plus courageux aujourd'hui. Alors, est-ce que les mains se lèvent pour interroger Bénédicte, Mohamed sur la reconquête des espaces publics, le littoral de Beyrouth, les initiatives tunisiennes de la société civile, la collecte des déchets, ne vous précipitez pas. Oui, il y a une question au fond. Bonjour, donc Sajid Moussine, je suis doctorant sous la direction de Monsieur Stalinki et de Madame Pascal Froment. C'est pas lui?
D'accord, là vous m'entendez, d'accord. Donc j'ai une question pour Monsieur Bousselah qui nous présente une initiative citoyenne et je voulais savoir qui sont les personnes qui s'engagent dans votre action. Est-ce qu'il y a un profil qui se dégage plus particulièrement parmi les gens qui s'engagent? Et aussi, quel média social utilisez-vous principalement pour communiquer et organiser vos actions et pourquoi un tel type de média social par rapport à un autre? Et est-ce que je pose directement mon autre question? Voilà. D'accord. Du coup, pour revenir aussi sur la question des espaces publics au Liban et à Beyrouth, j'aurais voulu savoir quelles étaient les associations qui agissaient dans cette réappropriation des espaces publics, quelles actions elles menaient aujourd'hui et après la révolution de 2019. Voilà, merci. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors, oui, allez-y, madame. Bonjour, merci à tous pour vos présentations. Bon, moi, je suis ingénieure en énergie durable. Je voulais juste poser une question à Monsieur Bousselah, qui nous avait dit que 3 à 10% de leurs déchets recyclés ont été revalorisés. Je voulais savoir par quelle entreprise, organisation et dans quel projet industriel. Et aussi pour Monsieur Mohamed Ayoub, est-ce que l'explosion de 2020 a eu un impact sur la réorganisation, etc., de l'espace public? D'accord, merci. Je pense que les traducteurs ont traduit les questions. J'en ai deux ou trois autres ici. Est-ce que Nahnu, donc on est au Liban encore, qu'est-ce que Nahnu fait concrètement pour la préservation du littoral? Donc non plus pour l'accès cette fois au littoral, mais pour sa préservation. Et puis quelles actions concrètes pour contrer la privatisation des espaces? D'autres questions sur Tunis. Est-ce que effectivement, cela fait sens de vouloir créer des espaces verts dans un pays où effectivement il fait plutôt chaud et où les questions de pénurie en eau se posent? Voilà, la nature n'est pas que du vert, on l'a entendu aussi ce matin. Et est-ce que dans l'effort de traitement des déchets par le bas, est-ce que vous avez intégré les barbachas? Alors pardon, mais je ne sais pas ce que sont les barbachas, mais Jalal doit savoir. Et quelle possibilité d'intégrer des initiatives locales aux structures officielles, comme cela s'est fait au Caire, voilà, ce qui nous rend, ou ce qui permettra à Bénédicte d'en redire aussi un mot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, je crois que c'est déjà pas mal quand même. Donc, on refait un tour de table. On commence par le Caire, peut-être, puisque non, si ce n'est effectivement la comparaison avec Tunis du point de vue de l'intégration, voilà, des initiatives locales aux structures officielles, peut-être en redire un petit mot. Ça te permet de redire un petit mot? Alors en fait, je ne vais pas redire un petit mot, mais je voulais demander à Jalal comment fonctionnait justement son centre de tri, s'il pouvait nous en dire un peu plus. Et puis l'autre question que je voulais poser a été posée sur justement les récupérateurs. Donc, je n'ai pas besoin de parler. D'accord. Alors, je propose de donner la parole à Jalal Bousselah, qui est celui qui a le moins parlé et qui a été le plus interpellé dans les questions. Et puis ensuite, Mohamed, vous pourrez bien entendu aussi répondre. Jalal, on vous écoute. Je vais commencer avec la première question. J'espère que j'ai tout noté. Pour, si j'ai bien compris, les tranches d'âge et la population cible de nos associations, elles sont diverses et variées, mais ça aussi entre 25 et 35, ça c'est la tranche d'âge la majoritaire. Nous, au niveau de notre base bénévolat, on a 100 bénévoles chaque 2 semaines qui font des actions. Donc, nous, c'est découpé par saison. La saison automne-hivernale, on s'occupe du reboisement. Et la saison du printemps et estivale, on s'occupe des clean-up et des écoles. Parce qu'on va aussi, j'ai oublié de dire ça, mais on va également dans les écoles sensibiliser les enfants à la question de l'environnement, à la gestion de déchets, à la pollution et en général. Donc, voilà la tranche d'âge majoritaire.
On a beaucoup de jeunes aussi qui sont très intéressés sur les questions environnementales. Et s'agissant des réseaux sociaux, on utilise pour nos événements Facebook, pour notre postcom Instagram et TikTok, parce que c'est les réseaux sociaux les plus utilisés pour les jeunes. Donc, ensuite, je vais basculer sur les barbèches parce que ça, c'est très intéressant. Les barbèches en français, c'est chiffonniers. Donc, les chiffonniers, ce sont ceux qui ramassent le plastique. Donc, c'est un travail informel en Tunisie qui n'est pas reconnu, qui est dénigré, et alors que ces gens-là, entre guillemets, fouillent les poubelles tous les jours et ramassent le plastique. Donc, c'est essentiel. Donc, c'est en fait des gens qui trient pour les ménages. Nous, chaque citoyen, on peut faire des choses très simples. C'est faire 2 poubelles, une poubelle autre et une poubelle plastique, parce qu'au final, il y a uniquement le plastique qui est réellement valorisé en Tunisie, parce que ça coûte un peu d'argent, ils peuvent se faire un peu d'argent, ces gens-là. Donc, nous, on a financé un centre de tri à Haïtadam, c'est un quartier à Tunis, pour les barbèches, pour qu'elles puissent directement broyer le plastique et le vendre. On a également, on les soutient, entre guillemets, aussi dans le nord de la Tunisie, à Tabarka, d'avoir un... Bon, alors on passe la parole à Jalel, a été déconnecté. On passe la, ça me rassure parce que finalement le carep est très normal finalement. Je vous idéalisais tellement dans la maîtrise des. C'est lui. Bon, ça va bien. Il se passe ici ce qui se passe aussi ailleurs, tant mieux. Mohamed, do you want to say a word to answer to the question or to participate to the debate? So, if I understood well, the first question was what Nahnu did, what Nahnu is doing to preserve the coast, right? This is the first question. So the answer is, this is what I was saying, that we did a campaign called Coast for All. It contained from NGOs and individuals that are interested in this topic, and they are located in a different coastal area in Lebanon. And what we did of course, we are doing a lot of research, environmental research, economical research. Like one of the study was about the economical value of the Lebanese coast, to have argument against saying like making a resort will profit Lebanon more. So we made the different economical studies to prove that no, by science, no, it's not the case. We are losing by having this resort. I mean, by having this result in the coast, not besides the coast. So we did a lot of studies. This is first. We also submitted a draft law to amend the old law to make it clear that nobody can build anymore in the coast because 20% left is enough. But also we did one of the recent study was mapping all the violation with names and publishing it now. And we are going to each area actually to meet with people, explain the laws, their rights, showing the maps, showing the people who are doing this in order to be able to make a social movement against building on the coast. And we have a petition, actually, it's online. People are signing after each activity we are doing. People are signing and they are joining the effort. So now we have a series of lectures and discussions in different cities. Also, we are doing, now anything is happening. We have volunteers, they are observing all the coast and everything is happening. They are reporting to us. And we are sometimes going to the court and of course suing them. We did a lot of videos to raise awareness about this, etc. So there is a lot of work is happening. We are following now with the MPs. This is on the political level, but on the social level, we are doing a lot of intervention. We are using art, we are using debates and discussion and research, etc. So this is what Nahnu are doing. So this is the first question I think I answered.
Just one more thing, like there was a big, before the crisis and the explosion, there was a big project called Eden Bay. I don't know if you heard about it. He exactly built in the sand beach. And there was a huge campaign that we led with other organizations to stop it. And now he has no permission to build. We succeeded not to give him a permission. But now he is building and he's working even without permission. So, and this shows the main problem of Lebanon. It's that we are not in a country that are, we don't have, law is not implemented. It's a forest, anyone has power, he can do whatever he wants. So that's why we believe, of course, we submitted the law, but we believe in the people awareness. We believe that knowledge is power. If we give the knowledge to the people, and the people in each area can really do something. And this is what we are hoping. That's why we are doing a lot of awareness raising and discussion with people, and that's it. So we succeeded not giving him permission, but he's working. So this is a caricature. So the second question, I think, was about how the explosion affected public spaces, you mean? Is this, did I understand well? Yeah, I mean, of course, the explosion happened in the port, and the port is not accessible at that time, and it's still not accessible till now. And actually, it affected not only public spaces; it affected all the city. I mean, now even Beirut nightlife was, for example, was alive there, and now they all left. As if the people, all businesses, small businesses, craft people, they are traumatized. Most of them, they left the Beirut. So now if you come to Beirut, you feel Beirut is empty. Of course, on the other page, public spaces are full in Beirut. For example, the coastal area from Amr al-Mraisi, what's remained, it is full of people, and especially in weekend, but not because people, because I mean there is no other places, because we have limited, so always public spaces are full. So I can't say it affected because I mean we have limited and people has no other choice, especially if they don't have a lot of money to drive outside Beirut. The effect of using public spaces are coming from the policy, from the political will. It's clear that the squares, for example, the plazas, the squares that Lebanon has, Beirut, for example, has, it become a rond-point. It's become where car can just move around. Imagine we don't have square in Beirut. We don't have gardens in Beirut. It's only maybe two that you can call it a garden. A park, only one, and it was closed till we opened it by pressuring the people, the governor and the municipality. It was 5 years campaign that let us succeed to open the park. So we don't have a lot of public spaces to measure these things, but we can say that Beirut, of course, is sad, traumatized, and most of the people are going, if they can, they are going out of Beirut, and if they can, they are occupying what left. The last question, so I will answer it fast. Who are the other people, I think, that are joining the effort of Nahnu? We have Nahnu, we have another NGO called Daughters of the Ocean, we have Sayyid Kfar Abida, we have Zagarine Southern, we have Biblos Ecologia. So we have different NGO, different name, but we have individuals, we have academics, we have lawyers, we have architect, urban planner, a lot of volunteers. They are joining. They are part of the campaign, and we are working closely. That's why the cost for all campaign, it's not Nahnu only. Nahnu now is facilitating it. In 1 year, another organization has to facilitate it. But we are a group, and we are discussing and planning a lot. Did I miss any question? Mohamed, c'est bon? Yeah. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Hein, et puis merci pour cet enthousiasme. On va peut-être simplement, et pour le mot de la fin, parce que l'heure tourne, redonner la parole à Jalal qui a été coupé, donc, et qui est revenu, qui peut reprendre un peu le fil
et puis conclure, nous aider à conclure cette table ronde pour que nous restions dans le timing. Mais c'est pas trop mal. Jalel, pour le mot de la fin. Ok, déjà, désolé, ça a coupé, on m'a appelé et je suis avec mon téléphone, donc désolé. Je revenais, du coup, j'avais fini sur les barbèches, il me semble. Et il y avait deux questions aussi très importantes sur le tri et sur les recycleurs. Donc, en fait, Tunisie Recyclage, c'est un deuxième centre de tri, si vous voulez. Donc, nous, toutes nos actions, on pousse nos bénévoles à faire le tri direct quand on ramasse nos déchets. Ensuite, ces déchets-là sont emmenés au centre, retriés une deuxième fois par deux salariés qui sont recrutés là-bas de manière permanente. On a une presse papier, une presse carton et un broyeur en plastique directement là-bas et des endroits pour stocker tous les déchets. Ensuite, ces déchets-là, après avoir été triés correctement et nettoyés, on contacte des recycleurs. Je peux donner des noms hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, pour le verre, on a Sotuvert en Tunisie. Pour le papier, on a Soti Papier, etc., qui récupèrent tous ces déchets-là et les recyclent. Par exemple, pour le verre, on le transforme en sable et le papier, on le retransforme en papier, par exemple. S'agissant du pourcentage de tri que nous, on essaie de faire, j'avais entendu 3 à 10%, non, c'est 30% des déchets ramassés, on essaie de, c'est-à-dire sont quasiment tous triés et envoyés au centre. Donc, je ne sais pas s'il manque quelques questions, mais voilà. Ça complète et puis on boucle comme ça la session. Merci beaucoup, vraiment un grand merci à vous deux. Et malgré les problèmes de connexion entre la Tunisie et le Liban, on a eu vraiment l'essentiel. Merci à Bénédicte aussi. Donc nous avons retrouvé, retrouvé la ponctualité, c'est parfait. On va se prendre 10 minutes de pause et il est important que vous restiez pour la quatrième table ronde sur les relations urbanisme durable et urbanisme intelligent.